Avant de commencer, deux petits mots sur le Subcommons. Je crois qu'autant Raymond que moi, on est vachement content de voir que Subcommons prend de l'ampleur et qu'on a plein de nouveaux projets qui se mettent dessus. Ça, c'est vachement bien. Et il y a encore de la demande. Donc j'ai envoyé un mail il y a quelques temps pour une formation au Subcommons. Donc on avait placé ça de mémoire du 17 au 19 septembre. Donc c'est pour vous dire qu'elle est complète. Donc à partir de maintenant, les gens qui nous envoient enfin elle est complète, elle a même dépassé la capacité de la salle. Donc il y aura probablement une deuxième session de formation qui sera organisée, mais qui sera organisée sans doute autre part qu'à Rennes. Et comme on a plein de gens qui connaissent le Subcommons maintenant, par d'autres formateurs que nous. Voilà. Alors pourquoi parler de Subcommons aussi? C'est parce qu'en fait, si cette version 3 de Suphelpdesk elle arrive si tard, c'est essentiellement à cause de Subcommons. En fait, quand on a commencé le développement de Subcommons, on s'est dit, il y a pas mal de choses là-dedans qui devraient être mutualisées. Et c'est pour ça qu'on s'est pris 2 ans dans la vue, parce que ça fait bien 2 ans qu'on est en train de faire sur Subcommons et autour de Subcommons beaucoup de choses, mais on voit que ça paye aujourd'hui, donc c'est clairement pas du temps perdu. Alors on en était resté il y a quelques temps, c'était en novembre 2005 sur cette morale. Donc c'était juste pour dire aux gens que le helpdesk c'est plus tellement une question de se demander est-ce qu'on en prend un ou est-ce qu'on n'en prend pas, mais c'est plutôt lequel on prend. Le Suphelpdesk, je ne vais pas vous représenter tout le Suphelpdesk, je vais vous présenter là seulement les améliorations de la V3. Suphelpdesk, en quelques mots, qu'est-ce qu'il a comme particularité? D'abord, il s'adresse à tout l'établissement, c'est-à-dire que vous pouvez, avec, gérer le support de tout votre établissement. Il est très configurable, il permet de faire un découpage en services et un découpage en catégories qui vous permet d'avoir des fonctionnements différents suivant les services. Il y en a qui vont être plutôt centre d'appel, il y en a qui vont être plutôt chaque gestionnaire va prendre en charge ses propres choses, etc. Voilà. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement les différences entre la V2 et la V3. Alors quelques rappels quand même. Ce qu'on en attend du helpdesk, d'abord c'est une organisation des équipes en interne. On se rend compte que on commence à avoir un vraiment bon retour du helpdesk. Aujourd'hui, il doit être en production dans, alors on ne sait pas trop, mais entre 25 et 30 établissements. Ce qu'on obtient de meilleur comme retour, c'est au niveau de l'organisation des équipes en interne. Ensuite, la qualité du service rendu, parce que les utilisateurs globalement sont satisfaits du service qu'on leur rend à travers l'outil. La base de connaissances, c'est pour les gens qui mettent un helpdesk pour la première fois dans leur établissement, découvrent ce que c'est que la base de connaissances, comment on peut retrouver des tickets anciens, comment les utilisateurs eux-mêmes peuvent accéder à des tickets pour trouver eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Et puis la visibilité du travail effectué en termes d'image auprès des utilisateurs, en interne pour la communication, et puis aussi auprès de sa hiérarchie. On sait qu'on est dans une conjoncture qui fait que quand on peut justifier de son travail, c'est jamais perdu. Le principal objectif, c'est la qualité du service rendu, la satisfaction des utilisateurs. Ça veut dire quoi pratiquement? C'est important de revoir ça très très rapidement en 1 minute, parce que c'est ça qui a guidé en fait l'ajout de fonctionnalités dans le helpdesk. C'est résoudre les problèmes les plus rapidement possible. Un problème bien résolu, c'est un problème vite résolu avant tout. C'est bien gérer les priorités, parce que quand on n'a pas de helpdesk, on le fait par mail et on sait ce que ça donne. C'est suivre en temps réel les tickets avec un système de remontée d'alerte qui, vous allez le voir, est encore plus configurable maintenant. Alors ça, c'est un truc de Suphelpdesk, c'est un interlocuteur unique et connu, parce que la dématérialisation, on sait qu'il y a un problème d'anonymisation qui, des fois, est inquiétant pour l'utilisateur. Le fait qu'il ait un interlocuteur unique, c'est aussi très rassurant pour l'utilisateur. L'interface, j'espère qu'elle s'est améliorée, ça c'est vous qui en jugerez, et puis il y a des problèmes de confidentialité parfois qui font que les gens hésitent à les utiliser, et là on a un niveau de finesse qui est encore meilleur qu'en V2, vous allez le voir. Donc depuis, on a 20 sites sûrs, je ne sais pas combien il y en a, ce serait bien d'ailleurs si vous utilisez le helpdesk, que vous m'envoyez un petit mail, que je remette à jour la carte d'utilisation du helpdesk qui doit être un petit peu périmée maintenant. On a eu beaucoup de remontées, positives en général, négatives parfois. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire avec le helpdesk, on espère qu'ils pourront le faire avec la V3. Beaucoup de demandes, possibles, c'est celles qui ont été intégrées dans la V3. Impossible parce qu'il y en a qui nous demandent vraiment des choses bizarres quand même.
Donc la version 3, eh ben, elle est là pour répondre à toutes les demandes qu'on a eues pendant ces 2 ans et quelques d'utilisation sur la version 2.3.6 de SupHelpDesk. Avant, SupHelpDesk, c'était ça, et après, c'est ça. Donc c'est juste pour vous rassurer, nous n'avons pas changé que la couleur. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé. Alors, la première chose, c'est pour l'exploitant, pour les gens qui administrent les portails. Alors ça s'intègre dans la démarche de SupCommons, qui est d'uniformiser les installations d'applications. Un administrateur de portail, quand il reçoit une application SupCommons, quand il en a déjà installé une, en général, il n'y a pas de problème parce que les fichiers de configuration se trouvent à peu près au même endroit, c'est à peu près les mêmes propriétés à remplir. Voilà. C'est plus facile à installer, c'est plus facile à configurer, vous allez le voir, et c'est enfin plus facile à personnaliser. Il y a des changements également dans les objets métiers. On a eu des remontées qui étaient, il manque des choses, on a essayé de toutes les mettre. Important, je vous le dis tout de suite, vous avez une compatibilité ascendante. Il y a des gens qui tournent en exploitation avec le helpdesk depuis quelques dizaines de mois, on va dire, qui ont accumulé une base de connaissances intéressante. On ne voulait surtout pas perdre cette base de connaissances. Et donc la migration de la V2 à la V3 garde l'intégralité de toutes les données qui sont dans la base, même s'il y a des changements parfois profonds au niveau des objets métiers. C'est pour ça que la procédure de migration, pour ceux, il y en a quelques-uns qui ont déjà essayé de la faire tourner, elle est assez longue. Sur un serveur raisonnable, on va compter, on va dire 3 heures pour faire la procédure de migration, en moulinette CPU, je veux dire. Des changements dans l'interface web, donc pour le confort de nos chers utilisateurs, et puis d'autres changements qu'on va voir juste après. Alors on va commencer par les exploitants. Installation, configuration, personnalisation, tout ça, c'est issu directement des apports de SupCommons. Alors, l'installation, on va pouvoir déployer en portlet, en servlet ou en quick start. Le quick start, tous les efforts qui ont été menés pour le quick start dans le SupCommons ont été pour le helpdesk en particulier, puisqu'on a des gens qui tournent avec le helpdesk, qui n'ont aucune compétence Java, Tomcat, etc. et qui se servent du quick start en fait en application standalone. Donc c'est pas seulement pour faire plaisir, enfin pour faire joli, c'est pour faire plaisir justement. Alors comment est-ce qu'on fait? Bon, on a un fichier build.properties, je ne vais pas revenir sur le SupCommons, vous dites deploy type égale portlet ou servlet ou quick start et puis ça s'installe comme vous voulez. Ce qu'on peut noter pour les gens qui tournent en quick start enfin, c'est qu'on n'embarque plus uPortal comme en version 2 avec une application standalone certes mais qui était quand même relativement lourde. Maintenant on embarque juste un Tomcat très simple avec une servlet branchée dessus. La configuration pour les développeurs de SupCommons, grâce au property configurer, en fait on a mis dans un seul fichier de configuration toutes les propriétés, donc c'est dans le config.properties. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que la plupart des personnalisations communes ou attendues par les exploitants sont déjà intégrées dans le common.properties. Donc il y a énormément de choses que vous allez faire simplement en renseignant ce config.properties. Pour ce qui est des personnalisations, j'aurais dû dire personnalisation avancée, parce qu'on peut déjà en faire avec le config.properties. Pour les autres, alors il faudra utiliser l'injection de données, c'est-à-dire éditer les fichiers de configuration Spring, ou bien développer des classes Java. Bon, ça c'est déjà pour les utilisateurs avancés, on va dire. On peut donner un exemple. Si par exemple, vous voulez faire en sorte que les tickets, quand ils arrivent dans le helpdesk, ils soient assignés automatiquement en fonction d'un algorithme qui va se baser sur un annuaire Netscape que vous avez quelque part là, bon bah là, oui, évidemment, il faudra développer une classe de personnalisation. Voilà, c'est pour ce genre de personnalisation que vous avez besoin de faire du développement. Bon, les changements les plus attendus, ce sont ceux au niveau des objets métiers, et vous allez voir qu'ils sont assez nombreux. D'abord, les catégories. Alors, je vous ai remis ici la structure qu'on a au niveau des structures principales du helpdesk. On a des services, donc l'établissement est composé de plusieurs services. Chaque service a des catégories, et chaque catégorie a des modèles de tickets, c'est-à-dire des tickets pré-remplis, on va dire. On va dire que si c'est par exemple un modèle de ticket qui est plus de papier dans l'imprimante, on va mettre dans le modèle du ticket, donner le nom de l'imprimante, 2 points. Voilà ce que c'est. Alors en version 3, les modèles de tickets n'existent plus. En fait, chaque catégorie en soi est un modèle de ticket. Et ce qui change vraiment, c'est qu'une catégorie peut avoir des sous-catégories et récursivement. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir, c'est plus un râteau de catégories dans chaque service,
mais un arbre de catégories. C'est très intéressant parce que ça va vous permettre, si vous définissez bien vos catégories, de cibler le problème très simplement. Typiquement, vous allez pouvoir faire une catégorie qui est problème d'impression. En dessous, une deuxième catégorie qui est problème de quota ou problème sur une imprimante. En dessous, sous problème sur une imprimante, vous allez mettre plus de papier, bourrage interne, bon, etc. Et de cette manière-là, vous allez vraiment cibler très finement les problèmes. Bon, le souci, c'est que quand on a un arbre de catégorie comme ça peut être un petit peu difficile à gérer, cet arbre de catégorie. Et donc, pour que ce soit facile à gérer, toutes les propriétés des catégories peuvent être héritées de leur catégorie parente ou, à défaut, du service. Voilà. C'est la même chose pour les membres des catégories. Je vous rappelle, dans chaque service, vous avez des gestionnaires. Et les gestionnaires peuvent être membres de certaines catégories. On peut hériter les membres aussi pour ne pas avoir à les redéfinir à chaque étage. Ça, c'est le plus gros changement que vous verrez dans le helpdesk. Il y avait des tickets orphelins en version 2, c'est-à-dire que des tickets qui étaient déposés dans des services, mais pas dans une catégorie précise. Ça n'existe plus. Chaque ticket est rangé dans une catégorie. La virtualisation. Alors, pour resituer, la virtualisation, c'est ce qui permet de faire en sorte que, automatiquement, lorsqu'un ticket est déposé à un endroit, il soit redirigé à un autre endroit. Ça va permettre, par exemple, de présenter des services en façade qui ne sont pas des services réels, mais des services virtuels pour donner une impression de proximité à l'utilisateur. Ça va permettre que chaque service ou UFR qui aura un service en frontal ait une catégorie qui soit problème avec le mail, et que cette catégorie, en fait, les tickets qui sont mis dedans aillent directement vers un CRI central qui gère le mail en centrale. Vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Voilà. Alors en version 2, la virtualisation, c'était pour les tickets orphelins, c'est-à-dire que les tickets orphelins d'un service pouvaient être dirigés vers une autre catégorie, ou bien les tickets d'une catégorie vers une autre catégorie. Alors ce qui va changer ici, c'est que la virtualisation ne concerne pas que les catégories, mais concerne les services. On va pouvoir dire, j'ai un service complètement qui est virtuel. C'est-à-dire que ce service, il va être présenté aux utilisateurs, par exemple, en fonction de leur profil, leur appartenance à une UFR, ou en fonction de leur localisation géographique, si on a leur adresse IP. Et puis en fait, quand on va déposer un ticket dans le service, on va présenter les catégories du service réel qui est derrière. Voilà. Bon, il faut déjà avoir un petit peu réfléchi à ce que c'est qu'une structure de helpdesk dans un établissement pour voir ce que c'est que ce problème-là. Je peux vous assurer que ça, c'est quelque chose qui était très attendu et qui va plaire. Enfin, on l'a déjà vu sur Rennes. Et puis, on peut faire des choses encore plus compliquées, on peut chaîner les redirections. C'est-à-dire que dire qu'un ticket, quand il atterrit dans un service, il va dans un autre service, puis dans une catégorie qui est même liée à une autre. C'est peut-être un détail comme ça, mais ça permet de changer la structure intérieure du helpdesk sans avoir à en changer la partie frontale. Ça peut être intéressant aussi. Un exemple de virtualisation, pour que vous voyez de quoi il retourne. Typiquement, c'est une structure qui est souvent adoptée. Vous avez en fait des utilisateurs qui sont sur un campus A, un campus B, et ici des utilisateurs extérieurs. Eh bien, en fonction du profil des utilisateurs qui se présentent ici, on va dire que par exemple, s'il appartient à l'UFR2, on va lui présenter seulement l'UFR2, pas les autres. Cette UFR2, là, ce service-là peut être virtuel, c'est-à-dire que tous les tickets vont en fait être dirigés vers une cellule de proximité qui va gérer l'ensemble du campus. Et puis vous pouvez avoir à l'intérieur des catégories qui elles-mêmes sont virtuelles, c'est-à-dire qui vont être dirigées vers un CRI central qui va gérer tous les problèmes centralisés sur l'université. On peut même imaginer, je vous ai dit, un chaînage encore vers un service spécialisé. C'est quelque chose qu'on compte. J'ai pas mis ce schéma-là par hasard. En fait, on va peut-être utiliser ce schéma-là sur Rennes 1 pour traiter les problèmes de visioconf qui sont assez spécialisés. Voilà. Le reproche majeur fonctionnel qui a été fait à la version 2, c'était le problème des invitations. Donc en version 2, inviter un utilisateur à suivre un ticket, c'est simplement lui envoyer un courrier électronique avec un lien où il peut cliquer et aller voir le ticket. Avec un problème qui est que selon la visibilité du ticket, la personne est invitée à voir le ticket mais n'a pas forcément le droit de le voir, ce qui induit frustration et courrier incendiaire aux développeurs du helpdesk.
Donc en version 3, on s'est forcé à le corriger. Une invitation à suivre un ticket, c'est deux choses. C'est un, oui, on envoie un courrier électronique pour dire cliquez là, vous verrez le ticket. Et surtout, on rajoute un rôle dans le helpdesk, le rôle d'invité. Et quand vous êtes invité à voir un ticket, ben vous gagnez la visibilité du ticket. Ça paraît rien, mais ça c'était aussi très très attendu. La plus grosse base du helpdesk, c'est parce qu'on est parti en production déjà, je crois que c'était en février 2004 sur Sup Helpdesk. Aujourd'hui, on a 31 000 tickets. J'ai fait ça la semaine dernière, donc ça commence à faire une grosse base parce que 31 000 tickets, ça veut dire que on doit être à, je sais pas, 260 000 actions sur les tickets et on stocke aussi les remontées d'alerte pour savoir qui a été prévenu. On doit être à 800 000 alertes. Enfin, vous voyez, on va avoir des tables avec qui vont approcher le million d'entrées. On commence vraiment à avoir une base qui est assez lourde quand même. Et en version 2, les tickets, une fois clos, restaient ad vitam aeternam dans la base. Et ça pose un problème parce que si vous pensez un peu à la lourdeur des index de la base, on commençait au niveau de RENA à avoir des problèmes de lenteur d'affichage au niveau du tableau de bord, qui est la plus grosse requête, vous l'imaginez, au niveau du helpdesk. Alors pour ça, on a introduit un nouveau concept qui est l'archivage des tickets. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va dire, après une durée qui est configurable mais qui doit être par défaut à 1 mois, je crois, on va dire, tous les tickets qui sont fermés depuis plus d'1 mois, on les archive. Les archiver, ça veut dire les changer de table. Donc pratiquement, on va alléger la requête à la table principale des tickets. Ces tickets sont fermés, ils ne peuvent plus être réouverts, ils sont dans un statut archivé qui est nouveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils restent accessibles via l'interface de recherche dans la base de connaissances. Pour vous situer, en archivant à 1 mois à peu près, au niveau de REN1, on passe de 31 000 tickets à 3 000 à peu près. Donc vous imaginez quand on baisse la lourdeur de la table de 10 en termes de performance, c'est énorme. Quelque chose qui nous a été demandé également, en version 2, quand on reporte un ticket, quand on dit j'ai pas le temps de le traiter, on dit j'ai pas le temps de le traiter et voilà. Aujourd'hui, en version 3, lorsque vous dites j'ai pas le temps de le traiter, vous spécifiez à quelle date l'application va le remettre en cours de résolution automatiquement. Ça, c'est un truc qui nous a été assez demandé aussi. Voilà, vous avez une tâche asynchrone que vous allez faire tourner par exemple toutes les nuits, qui va regarder quels sont les tickets qui doivent être appelés, et puis l'application va faire ce qu'il faut. Voilà, ça c'était pour les changements dans les objets métiers du helpdesk. On a fait attention également à améliorer l'interface web. Depuis le début, on y fait attention. Vous savez que Subcommons, on est passé à du JSF, qui nous assure d'abord une meilleure accessibilité. Vous vous convaincrez vous-même que malgré une interface beaucoup plus conviviale, le helpdesk reste accessible. Vous pouvez débrancher les CSS, vous pouvez débrancher le JavaScript, votre helpdesk continue à marcher quand même. Bon, je ne vous cache pas que sous Lynx, l'affichage est un peu sauvage des fois, mais bon, ça marche quand même. Alors les améliorations, il y en a des petites et il y en a des plus grosses. Une petite, c'est simplement qu'il y en a qui trouvaient que le menu principal était un petit peu trop touffu, donc on l'a simplifié, donc vous avez un petit plus en fait pour le déplier et puis un petit moins pour le replier. C'est un détail. Les plus gros changements au niveau de l'interface web sont certainement ici. D'abord, une meilleure mise en valeur de l'historique. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui nous ont remonté un problème, c'est que l'affichage d'un ticket était trop touffu. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas les informations se dégager immédiatement. Donc ici, ce qu'on voit essentiellement, c'est l'historique qui est ici. On a laissé visible quelques propriétés qui nous semblent essentielles, le propriétaire, le gestionnaire en charge du ticket et le statut du ticket. Et toutes les autres, en fait, vous avez des petites loupes maintenant. Et en cliquant dessus, vous allez déplier pour voir ce que ça donne. Alors, par exemple, quand vous allez déplier les propriétés, vous allez voir ce que c'est que ces propriétés. En cliquant ici, vous allez les éditer. Je vous laisserai vous-même tester cette nouvelle interface qui, on a été 1 mois et demi en gros en test sur REN1 avec les gens chargés du support. Ils nous ont tous remonté que l'interface était beaucoup plus conviviale. C'est remonté sur la liste helpdesk utilisateur aussi.
Bon, pareil pour les fichiers attachés. Alors, je ne l'ai pas dit dans les changements de métier, mais les fichiers attachés deviennent une entité à part entière, donc on peut, pareil, rajouter des fichiers, etc. Les invités, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Invité, c'est désormais un rôle à part entière, donc on peut voir pour chaque ticket quels sont les utilisateurs invités. On peut évidemment en inviter un autre en cliquant là, recherche dans la NeurLDAP, etc. Et puis, on a toujours la notion de surveillance du ticket qui nous montre qui surveille le ticket et qui nous permet, nous-mêmes, de surveiller le ticket. Ça, c'est un petit truc qui est nouveau, qui nous a été demandé aussi, c'est l'affichage du profil du gestionnaire et du propriétaire. Quand vous allez voir un ticket, vous pouvez vous cliquer simplement sur la petite loupe, toujours, et puis vous pouvez déplier ce truc-là qui vous dit quels sont les principaux attributs dans la NeurLDAP de l'utilisateur. Des fois, ça vous donne la solution au problème que l'utilisateur rencontre. Ici, on a une classe de personnalisation sur REN1, où en fait, on a hérité de la classe de base pour mettre un lien vers le courrier électronique et la page web de l'utilisateur. Ce qui apparaîtra probablement en premier à vos utilisateurs, c'est le fait qu'on a maintenant une édition de tous les messages en WYSIWYG. Donc ça se fait avec l'éditeur FCK Editor. Que dire là-dessus? C'est un truc qui... C'est vrai que l'interface, simplement la text area de base HTML permettait de mettre que du texte. C'était pas très fun, quoi. Donc là, attendez-vous à ce que vous ayez des gens qui vous écrivent en gras quand ils sont pas contents, quoi. Voilà. Et en majuscule et en gras, voilà. Ce qu'on peut noter également, c'est que non, mais cette mise en forme, elle est intéressante pas seulement pour ça. Cette mise en forme, elle est utilisable de la même manière pour les messages prédéfinis des tickets, quand vous arrivez dans une catégorie. Et donc, ça vous permet de mettre un message qui peut être beaucoup plus clair pour vos utilisateurs en leur mettant bien en gras les champs qu'il faut qu'ils remplissent, etc. Donc, c'est pas seulement un gadget. Vous avez remarqué d'ailleurs que on a évité que les utilisateurs puissent mettre du rouge, etc., en se limitant à des choses très simples au niveau de la mise en forme, c'est-à-dire on a du gras, de l'italique, du souligné, du barré, exposant, machin, et puis des listes, et puis des encres hypertexte. Voilà, c'est tout. Hein. Donc on n'a pas voulu... Alors, un changement au niveau du tableau de bord qui sera visible surtout par les gestionnaires, ça nous a été demandé par les gestionnaires, qui nous ont dit que l'interface était trop compliquée. Donc, aujourd'hui, il y a deux interfaces. Il y a une première interface pour les utilisateurs. Je vous ai mis ici les critères de tri que les utilisateurs ont dans le helpdesk. Ils mettront, par exemple, qu'ils veulent afficher les tickets pour lesquels ils ont été invités. Vous voyez que toutes les implications qu'on a ici sont vraiment des rôles d'utilisateurs simples. Et puis, en cliquant sur les deux petits bonhommes, hein, dans l'application, le bleu symbole l'utilisateur et le rouge le gestionnaire, en cliquant là, vous passez à une autre interface, qui est l'interface de gestionnaire, et là, pour lequel vous pourrez avoir un filtre plus fin, notamment en triant sur les catégories, et puis vous voyez que l'implication d'un gestionnaire n'est pas du tout la même que l'implication d'un utilisateur. Voilà. Donc cette deuxième interface de gestionnaire est évidemment réservée aux gestionnaires. Un truc qui nous a été demandé aussi, là on est dans le plus au niveau configuration, mais en même temps on a tellement d'utilisateurs maintenant qu'on s'est dit que ça valait le coup pour vraiment professionnaliser l'appli. C'est pour chaque utilisateur la possibilité de choisir quelles sont les colonnes qu'il affiche et dans quel ordre. Ça c'est un truc qui nous a été souvent demandé. Moi j'ai un écran 1024 parce que mon université ne veut pas me payer un 19 pouces. Donc moi ça me saoule, il me manque 3 colonnes. Eh ben, il n'y a qu'à enlever les colonnes ou acheter un écran 19 pouces, c'est mieux hein, quand même. Non mais par exemple, il y a des gens qui vont gérer leurs tickets à la minute. Si par exemple, quelqu'un qui est chargé de remettre du papier dans les imprimantes, quand il reçoit un ticket, il va mettre du papier en général. Quelqu'un qui est chargé de gérer les bugs sur une appli, il ne va pas être à la minute au niveau du temps. Donc typiquement, il affichera la date de création des tickets seul, sans forcément avoir l'heure. Vous voyez, on est très très configurable à ce niveau-là. Les recherches dans la base de connaissances ont également changé. Vous avez des nouveaux critères de filtrage. Vous pouvez chercher dans la base des tickets qui appartiennent à certaines personnes, qui sont gérés par certaines personnes, ou bien simplement sur lesquels
une personne est intervenue en rajoutant un commentaire, par exemple. Vous pouvez chercher, alors cette petite boîte dans ici se déplie, vous pouvez chercher dans les tickets actifs, dans les FAQ, dans les tickets archivés ou bien dans tout. Enfin, vous pouvez faire à peu près toutes les combinaisons. Vous pouvez trier par service et enfin, vous pouvez trier les résultats ici, soit par score, qui est la pertinence selon le moteur de recherche, en l'occurrence Lucene, ou bien par date, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire maintenant, qui semble plus pertinent que le score retourné par Lucene à certains. On est évidemment là dans la recherche avancée. La recherche simple, vous avez juste une boîte où vous tapez votre texte. Au niveau des préférences, bon, il y en a qui nous ont dit qu'eux, ils passaient... en fait, eux, ce qu'ils regardaient en premier quand ils arrivaient sur le helpdesk, c'est le journal. Le journal, c'est une partie du helpdesk qui est, on va dire, plutôt réservée aux gestionnaires, qui encadrent une équipe dans un service et qui, avec le journal, en fait, ont une vision très synthétique de tout ce qui s'est fait assez rapidement. Et donc, la remontée, c'était, tu te rends compte, à chaque fois que j'arrive dans l'appli, il me faut un clic pour arriver sur ma page. Donc, on a rajouté une page de démarrage. On peut maintenant démarrer directement où on veut. Ce qui a le plus changé au niveau des préférences, c'est pour les gestionnaires. Je suis d'accord avec tous ceux qui ont remonté que l'interface précédente était minable. Par contre, j'espère que vous me remontrez que celle-là, elle est formidable. Pour chaque service, un gestionnaire dit comment il surveille n'importe quel ticket du service, les tickets d'une catégorie dont il est membre, ou bien les tickets dont il a la charge. Il peut recevoir des mails soit jamais, soit à la création du ticket, soit quand il se passe quelque chose sur le ticket. Voilà. C'est très très simple, vous avez des profils de surveillance prédéfinis, depuis aucune, moyenne jusqu'à complète, et vous avez même la possibilité de personnaliser la manière dont vous surveillez les tickets. Je pense que ce sera aussi très apprécié, cette fonctionnalité. Enfin, je crois que c'est le dernier changement au niveau de l'interface web. Vous avez accès en tant qu'administrateur à des statistiques sur l'accès LDAP. C'est intéressant, vous verrez notamment que le cache de la bibliothèque LDAP de Subcommons est très très utile. On arrive à des... là c'est juste une petite instance comme ça que j'ai fait tourner, mais sur un vrai helpdesk qui tourne, on cache environ 80% des requêtes LDAP, c'est toujours intéressant. Et puis vous avez aussi quelque chose, bon, peut-être annexe, mais c'est quelque chose qui vous dit les statistiques d'indexation, quand est-ce que ça a été indexé la dernière fois, etc. Quelques autres petits changements du helpdesk. Les courriers électroniques ont été reformatés, on va dire, et surtout on a mis des liens. En fait, on a beaucoup de liens directs dans l'application qui permettent aux gestionnaires notamment, qui sont les plus autorisés à faire des actions sur les tickets, lorsqu'ils reçoivent un message, de faire directement des choses en choisissant le lien qui leur convient. Ici, par exemple, s'ils lisent le ticket directement, ils vont pouvoir cliquer sur « Refuser le ticket » et directement, ils n'ont plus qu'à entrer leur message, entrer et c'est fini. C'est ce genre d'amélioration qu'on a introduit à ce niveau-là. Et puis, quelque chose qui nous a demandé pour élargir un petit peu cette application. Alors d'abord, on a toujours, comme on avait en V2, un lien vers l'inventaire, c'est-à-dire que à chaque ticket correspond une machine et on peut ajouter un lien hypertexte qui va vous renvoyer, par exemple, de base, vous avez câblé le renvoi vers GLPI, par exemple, qu'on utilise, nous, à Rennes 1. À l'inverse, il nous a été demandé la possibilité de pouvoir, depuis une application, injecter des tickets. On peut penser à beaucoup d'applications pour ça. On peut penser à des applications qui sont en test et qui pourraient mettre des tickets alors dans une catégorie donnée, etc. On peut penser à Nagios, par exemple, qui pourrait, selon des critères qui doivent être affinés, parce qu'il ne s'agit pas d'inonder le helpdesk de tickets non plus, on peut imaginer, à l'aide de ce web service, interagir sur la base. Ce web service, d'ailleurs, pourrait même être étendu à d'autres opérations s'il y a besoin. Le framework web service, il est de toute façon dans le Subcommons, c'est très très simple à faire. Ce qui a changé également, c'est la documentation. La documentation était au format PDF, c'était notre support de formation qu'on faisait avec Alexandre jusqu'en 2005. Cette documentation est évidemment passée entièrement sur le wiki, avec 3 manuels, un pour l'exploitant, un pour l'utilisateur, un pour le développeur.
Bon, je pense que Florent l'a déjà dit ce matin, hein, la documentation, elle est collaborative. N'hésitez pas, sur toutes les parties du wiki d'ailleurs, à contribuer à cette documentation. Il faut vraiment que vous en fassiez la vôtre, cette documentation. Quoi d'autre? Donc, il n'est pas besoin de me rappeler que je dois encore mettre les statistiques. Je vois bien qu'il faut les mettre. Elles vont y être, hein, c'est le prochain truc qui doit arriver dedans. Plus généralement, quoi d'autre à venir? Au niveau fonctionnalité, il n'y a que les statistiques à rajouter par contre. C'est-à-dire que tout ce qui était dans la V2, c'est dans la V3. Et a priori, pour l'instant, il reste 2 points dans le to-do. Il y en a un, c'est les statistiques, et l'autre, c'est un truc qui est carrément exotique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse réussir à le faire. Donc, au niveau fonctionnalité, l'appli est complète par contre. Alors il y a un truc dans le cadre de notre collaboration avec le consortium Jazig, donc le consortium américain qui nous gère uPortal et CAS notamment. Ils ont ouvert un incubateur qui est calqué un petit peu sur le nôtre, un petit peu sur celui de la fondation Apache. Et donc dans le cadre de notre collaboration, on va faire en sorte que le helpdesk rentre dans l'incubateur Jazig avec l'espoir d'élargir la communauté cible, puisque l'appli est internationalisée, hein, je ne l'ai pas redit, et puis éventuellement avoir des contribs, etc. Je pense qu'il y a une piste vraiment très intéressante pour la pérennité définitive de cette application. Voilà, et puis comme on a fait des choses nouvelles, etc., et puis qu'on n'a pas fait, on ne court pas après les instances qui sont en production dans les établissements, mais on fera probablement une session de formation, on va dire, fin de l'année 2008, qui se charge à une vitesse folle déjà. Donc je peux déjà vous prévenir que ce sera sur Rennes. J'en ai marre de prendre l'avion. Voilà, donc j'espère qu'avec la V3, si vous n'avez pas encore de helpdesk, vous serez convaincu qu'on ne vous traitera plus de castor et que vous comporterez comme des bons bûcherons du helpdesk. Merci. Alors, on a le temps de prendre quelques questions. Ça a été trop clair, c'est ça? Hein? Ok. Oui, alors, c'était pour une fonctionnalité au sujet d'accéder directement à une page quand on a beaucoup de tickets en fait. Qui sont donc stockés dans la base. Peut-être qu'avec l'archivage, ça sera moins problématique. Mais pouvoir accéder à une page précise, si on a 20 pages, par exemple, de tickets, on voudrait aller à la 10e page sans avoir à défiler chacune des pages pour y arriver. Est-ce que c'est prévu, Pascal? Oui, c'est prévu, c'est même déjà fait, je crois. Alors, je vais me placer sur notre instance de... On doit arriver là sur une application qui a été ouverte en fait sur tous nos gestionnaires en fait à Rennes 1 pour recueillir un petit peu leurs sensations. Alors je ne sais pas si on peut mettre l'écran. Voilà. Voilà donc bon déjà il y a un petit peu de personnalisation sur cette appli puisque CAS chez nous les utilisateurs ne savent pas que c'est CAS, hein, c'est Sésame, donc on a mis plutôt Sésame ici. J'étais obligé de m'authentifier. Voilà, donc j'arrive sur le desk comme ça. Alors peut-être que pour que ce soit meilleur, je vais mettre tous les tickets ici. Tu verras que la navigation, en fait, ici, je ne sais pas si on voit la flèche qui se déplace sur l'écran, en fait, c'est beaucoup plus facile de naviguer ici au niveau de ce truc-là. C'est vrai que si tu veux aller à la page 10, tu peux aller à la page 7, puis à la page 10. Le nombre de pages affichées, par exemple, est un des paramètres, donc c'est assez facile de modifier ça.
Bon, je peux vous montrer rapidement deux, trois choses. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la modification des colonnes. Quand vous passez dans ce mode-là, en fait, vous allez pouvoir supprimer des colonnes qui ne vous intéressent pas. Donc, je vais supprimer celle-là, par exemple. Voilà, là, je tiens sur mon 1024. Si je veux rajouter des colonnes, je vais la rajouter là. Et puis, si je trouve que la rajouter au bout, c'est pas assez bien, bah, j'utilise les flèches pour la déplacer, etc. Voilà. Bon, je pense qu'il faut un petit peu de temps pour découvrir cette nouvelle interface, qui est, de mon point de vue, assez intuitive, hein, qui reste intuitive. Il y a, à mon avis, besoin de très peu de formation pour les utilisateurs pour qu'ils s'y mettent. Je ne suis même pas sûr. Enfin, nous, on n'en a pas fait, en tout cas, sur la nouvelle instance. On avait des gens qui savaient déjà utiliser la V2. Pour la V3, on n'a rien fait de plus, en fait. Hein. Ils s'y retrouvent très facilement. Donc le passage de V2 à V3, il peut se faire même au cours de l'année, ou vaut mieux le faire dans une période charnière Alors, ce qui est sûr, c'est que pour passer de la V2 à la V3, il faut programmer un arrêt du helpdesk. Nous, on a mesuré, on a fait ça avec Vincent Repin la semaine dernière. Faut compter 3 heures d'arrêt du helpdesk pour être tranquille, quoi. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il suffit de prévenir sur une soirée de faire le passage. Ça reste jouable. Et le paramétrage des termes comme ticket, etc., c'est prévu ou ça reste... Alors ça, c'est prévu par Subcommons. Pour resituer, puisque je sais qu'à Lille 1, vous n'aimez pas le terme ticket, et donc si je me souviens bien, Oui, faut pas que ticket apparaisse, quoi. C'est une demande, en fait. Voilà, le terme a été remplacé par demande. Voilà, donc ça, en fait, ça c'est prévu par Subcommons. C'est-à-dire que dans Subcommons, l'internationalisation se fait sur 3 niveaux. Il y a des chaînes qui appartiennent à Commons, il y a des chaînes qui appartiennent à l'appli, et puis il y a un custom. Donc il suffit d'écraser dans custom les chaînes de l'appli pour faire en sorte que toutes vos chaînes soient remplacées. Donc en gros, je pense qu'un grep de messages, un grep de tickets dans les messages à rediriger vers un Commons et une édition des Commons, ça suffit à régler tout ce problème de je ne veux pas voir ticket, je veux voir demande. D'accord. Ça, c'est bien impeccable. Et également, le département sélection, il a disparu, du coup Non, il n'a pas disparu. Par défaut, tous les utilisateurs voient tous les services. On peut utiliser un bin, qui est le Department Selector, qui peut s'appuyer sur un fichier de configuration au format XML. Je vais retourner sur la doc voilà, pour le retrouver. Helpdesk. Je savais bien que j'aurais l'effet des mots. Non, ça va. Voilà, donc je vais trouver ça où? Là, je dois être dans le projet Sup Helpdesk. C'est pas là. C'est pas là. Bon, je vais aller dans les projets. Les projets aboutis. Le helpdesk, il est là. Ah, j'ai pas le droit de le voir. Je t'enverrai le lien, Brigitte. Bon, il y a toujours la même chose, en fait. On peut filtrer selon les populations, les services. On peut filtrer suivant le profil. Ça veut dire qu'on peut dire que les utilisateurs qui ont l'attribut department égal à 913 vont voir le service mat, par exemple. Ça ne change pas du tout, ça. Ce qui est nouveau, c'est qu'on peut faire de l'accès LDAP et pas que de l'accès attribut portail. Je crois qu'on avait accès à l'attribut portail, maintenant on peut faire de l'accès LDAP direct. D'accord. On m'avait demandé aussi, mais c'est tout à fait récent, un service où en fait les personnes pouvaient visualiser les demandes qui étaient faites, mais pas déposer de demandes. Ça me paraissait pas réalisable. Je pense qu'en l'état de V2, c'était pas réalisable d'après ce que j'ai... Pour la V3, je te répondrai demain. D'accord, merci. Non, je sais pas, je peux pas te dire comme ça. J'imagine quelques solutions, mais non, mais on peut en reparler. D'accord. Et la fonction répondeur, elle est maintenue aussi? La fonction répondeur est maintenue et améliorée. D'accord. Pour les spams? Comment? Pour les spams. On a eu quelques soucis avec les spams, c'est-à-dire qu'on avait notre adresse a été spammée, bon, elle est spammée de temps en temps. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on reçoit plein de messages et on les met dans un service poubelle, mais on le fait manuellement. Et donc, on a 3 jours de spam, ça fait du travail. Donc, il n'y a pas eu de moteur anti-spam de rajouter sur l'alimentation par courrier électronique chez nous, enfin sur le helpdesk, je veux dire. Nous, il y a au niveau de la messagerie l'identification des spams. Donc, j'ai changé un peu le code pour
pister déjà les messages qui sont en spam. Chez nous, c'est accolade spam et puis voilà. Mais parfois, elles passent le serveur de messagerie et elles arrivent quand même. Ouais. Et là, bon, elles nous spamment vraiment. Non, mais quand vous passerez en V3, c'est une super idée de contrib, ça. C'est rajouter un petit truc qui va faire que les messages marqués par spam assassin ou autre n'atterrissent pas dans le helpdesk. Voilà. Bonne idée. Oui, et en plus, ce qui est bien, moi ça je peux le donner déjà, enfin, on l'a fait chez nous en fait, j'ai pas pensé à te... Je suis preneur. Mais en plus, ce qui aurait été intéressant en fait, c'est d'avoir quelque chose qui nous permet de les supprimer de façon assez massive, c'est-à-dire en les pointant sans même les regarder, on les pointe et hop, on vire ça dans un service qui est poubelle ou carrément on les supprime sans même les traiter, quoi. Parce qu'on arrive à voir au niveau du sujet. Bon, ça c'était peut-être une demande qu'on pourra faire pour la version 3.1 ou 4. Ouais, mais je compte sur toi. Merci.